Chers auditeurs, bonjour. Je suis Maureen Cross et vous écoutez Odysseas, la radio qui vous fait découvrir de nouveaux horizons autour de la mythologie. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de l'Atlantide, une cité extraordinaire qui aurait été engloutie par les flots, laissant mourir une civilisation intrigante et spirituelle. Une production de Vincent Boucher. On parle d'une cité aquatique, mais l'émission, vous la connaissez, vous réserve bien d'autres surprises. Au sommaire aujourd'hui, Alvina Damasio nous raconte l'histoire de Prométhée, le titan ayant volé le feu aux dieux. La mythologie en chiffres présentée par Cyril Bas. Qu'est-ce que le numéro 3 a à nous dire aujourd'hui? À la musique, Adrien Dumont. Comment les Grecs se distrayaient à l'époque? Quels instruments étaient joués et dans quel contexte écoutait-on de la musique? Enfin, chers auditeurs, pour clôturer cette émission, Pauline Grelier nous présentera l'objet culturel du jour, Cyclades, un jeu de plateau sur le thème de la Grèce antique. Vincent, bonjour. Aujourd'hui, et pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, vous allez relater l'histoire d'Atlantide, une île et une civilisation qui reste encore un mystère de nos jours. Tu es prêt? Et oui, bonjour Maureen. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un pilier de la mythologie grecque, l'Atlantide. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez féru d'histoire ou non, ce mot vous est sûrement familier. Il vous évoque sûrement toutes sortes d'épopées mythiques, adaptées à toutes les sauces dans d'innombrables films, livres et autres œuvres d'art. Mais retournons au fondement même de ce mot. Que veut dire l'Atlantide selon vous? Bah, C'est juste une légende, non? les cinémas, les films... Alors, la première apparition de ce terme dans l'histoire, nous la devons au philosophe grec Platon. Il en fait la mention dans deux de ses textes. Timée et Critias, ce sont deux œuvres sous la forme de dialogues dans lesquelles Platon raconte l'histoire d'une civilisation insulaire en avance sur son temps. Elle aurait été détruite par des catastrophes naturelles commandées par les dieux. Cette civilisation aurait été créée par Poséidon lui-même et l'Atlantide serait selon Platon un continent à part entière se situant au-delà des colonnes d'Hercule dans l'océan Atlantique. Alors de nos jours, de nombreuses expéditions et fouilles archéologiques à travers le monde affirment toutes avoir trouvé la cité mythique. Mais aucune de ces découvertes n'est prouvée comme étant l'Atlantide comme nous la connaissons au travers des légendes. Aucune cité dotée de bâtiments immenses et monuments gigantesques n'a encore été trouvée, du moins pas aux dernières nouvelles. Mais on a bien trouvé quelques preuves de son existence, du concret, non? Alors oui, certaines hypothèses se rapprochent pourtant beaucoup du récit de Platon, par exemple, une version qui veut que l'Atlantide soit située au milieu de la mer Morte, qui fut il y a longtemps un immense lac d'eau douce, avant de se remplir d'eau de mer venant de la Méditerranée, ce qui aurait causé la disparition des Atlantes. Une autre, bien plus plausible, a pour base que les Atlantes auraient résidé sur l'île de Santorini dans la mer Égée. Ses habitants auraient été éradiqués par une éruption de volcan massif qui aurait aussi provoqué un tsunami immense, détruisant toutes les autres villes atlantes sur les côtes de la Méditerranée jusqu'en Israël. Les preuves géologiques concordent, les dates estimées scientifiquement correspondent, mais la localisation géographique et les éléments retrouvés lors des fouilles sont bien éloignés du récit du philosophe. Mais dis-moi, Vincent, de nos jours, il y a plein d'œuvres qui parlent de l'Atlantide. Où trouvent-elles toutes leurs ressources? Ah oui, c'est vrai que de nos jours, les créateurs de contenu en tout genre s'attardent de plus en plus sur la cité perdue. Que ce soit les multiples références apparaissant dans les histoires d'Aquaman du DC Universe par exemple, ou que ce soit plus subtil, comme la ville sous-marine de Rapture dans BioShock, les auteurs et scénaristes prennent toujours d'immenses libertés, au service surtout du spectacle et du scénario, n'ayant pour seule référence que les récits d'un vieux philosophe grec. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? D'après vous, où se situe la limite entre mythe et réalité? L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? La réponse, sûrement pas dans le prochain épisode. Merci Vincent pour ton histoire. Le temps est venu pour nous, chers auditeurs, d'entendre ce que notre ami Cyril veut nous apprendre cette semaine. Bonjour Cyril. Bonjour à tous, merci de m'accueillir encore une fois dans l'émission. Bienvenue dans la rubrique mathématiques, celle où on parle de nombres, où l'on s'instruit. Bienvenue dans la mythologie en chiffres. Aujourd'hui, intéressons-nous au chiffre 3. Le chiffre 3 se retrouve de manière récurrente dans la mythologie grecque. Il évoque le triangle, la triade, illustre le fait que les éléments vont souvent par 3. Par exemple, le passé, le présent et le futur, ou même le père, la mère, l'enfant. Retraçons quelques exemples parmi les plus éloquents sur la représentation du chiffre 3 dans les récits de la mythologie. Tout d'abord vient la grande triade, les trois frères qui se partagent le monde en trois. Le monde céleste, le monde marin, le monde souterrain. Zeus avec comme attribut la foudre à trois dards, Poséidon flanqué d'un trident, et Hadès avec son chien Cerbère possédant trois têtes. Les trois cyclopes, Argès, Brontès, Stéropès. On peut citer également les trois hécatonchires, géants à 100 bras, fils de Gaïa et d'Ouranos, Briarée, Kotos et Gyès. Ils furent enfermés dans le Tartare par Cronos, qui craignait leur pouvoir. Lorsque Zeus se rebella contre son père, il libéra les hécatonchires.
ses oncles en quelque sorte, qui aidaient Zeus lors de son combat. Désormais, il garde les titans prisonniers dans le Tartare. Puis viennent d'autres divinités, les 3 vieillards de la mer, Phorcys, fils de Gaïa, divinité marine qui engendra divers monstres, comme les Gorgones, Echnida ou le dragon Ladon. Protée, également une divinité marine qui avait la capacité de changer de forme. Ou même Nérée, frère de Phorcys, père des Néréides, symbolisait la mer calme. Hécate, déesse de la magie à 3 têtes, une de lion, la deuxième celle d'un chien, la dernière étant celle d'une jument. Ces 3 têtes symbolisaient, selon leur interprétation, la croissance, la vieillesse et la mort. Mais encore les 3 faces de la lune. C'était une déesse lunaire, fille de Titan, et mère de Circé la magicienne. Les heures, 3 elles aussi. Elles étaient filles de Thémis, personnifiant la division du temps. Elles représentaient les saisons. On ne connaissait alors que 3 saisons. Le printemps, l'été et l'hiver. Les moires, 3 également. Elles filaient la destinée de chacun. Cloto file la destinée, tandis que Lachévis déroule les chevaux, et Atropos coupe le fil. Enfin, on ne peut terminer sans citer les 3 juges des enfers, Minos, Rhadamante et Éaque. Tous 3 étaient fils de Zeus, et tous 3 étaient reconnus pour avoir un grand sens de l'équité. Ainsi furent-ils désignés comme juges du plus grand tribunal qu'il soit, celui des enfers. Cyril, merci. Merci à toi. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour partir à la rencontre de Prométhée, une chronique présentée par Alvina Damasio. Odysseas vous propose maintenant une courte page de pub. Hermpress, l'info à toute vitesse. Papa, maman, le nouveau numéro d'Hermpress vient de sortir. Très bien, Timothéos, fonçons l'acheter. Toutes vos statuettes en échelle 1/22e des maîtresses de Zeus, dans le numéro 634, avant qu'elles se fassent kidnapper par un taureau. Et pour seulement 99,99 drachmes, un super fascicule avec toute l'histoire d'Europe et de sa famille. Hermpress, l'info à toute vitesse. Voir conditions dans votre magasin participant. Tout droit réservé par Hermpress Édition. En cas d'effet secondaire, consultez votre druide traitant. Tenir hors de portée de Héra, sous peine de déluge. Il m'a tout de suite séduit. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est rencontrés. Tout de suite, j'ai compris qu'on était fait pour être ensemble. Une puissance de 1200 chevaux, 2 belles roues en acier trempé, des jantes en bois d'acacia, des sièges rembourrés en poils de nymphe pour un maximum de confort, et pour 250 drachmes de plus, on rajoute la direction assistée. Vous aussi, craquez pour le nouveau char d'Apollon, qui vous réserve des sensations fortes sur tout le trajet vers le 7e ciel. Prométhée. Aujourd'hui, le monde le connaît principalement comme le voleur du feu, celui qui a aidé les mortels à se développer. Son nom signifie celui qui pense avant d'agir. Mais qui est-il vraiment ? Pourquoi avoir volé le feu ? Et que lui est-il arrivé après ? Eh bien, pour commencer, Prométhée est un titan. Fils de Japet et Clymène, frère d'Atlas, celui qui porte le ciel sur ses épaules, de Ménoétios et d'Épiméthée. Voilà son histoire. Imaginez les dieux et les titans dans 2 camps opposés. La nouvelle et l'ancienne génération qui s'entre-détruisent lors d'une guerre pour le pouvoir, les uns guidés par Zeus, les autres par Cronos. Mais pas Prométhée. Le titan prévoyant tourne le dos à son propre camp. Il entraîne avec lui son frère Épiméthée et aide le roi des dieux à vaincre. Bien plus tard, une fois les dieux débarrassés de leurs parents, Zeus s'ennuie. Il demande à son fils Héphaïstos de créer quelque chose de nouveau et d'unique. Le dieu des forgerons donne alors naissance, à partir de terre et d'argile, aux animaux et aux hommes, des êtres uniquement masculins. Les 2 frères titans sont ainsi chargés d'armer les animaux et les hommes de qualité et de défaut. Épiméthée, que l'on surnomme celui qui pense après avoir agi, ou celui qui pense trop tard, fournit alors la force, la vitesse, la résistance aux animaux, les munissant de carapaces, de sabots, de griffes et de crocs. Mais il oublie les hommes. Les mortels démunis devant les bêtes sauvages et féroces ne peuvent survivre bien longtemps. Prométhée va donc demander à Zeus un moyen de se défendre pour les hommes. Le roi des dieux leur donne le feu. Mais attends Alvina, si on dit qu'il lui donne, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il lui a volé le feu ? Eh bien, pour faire court, parce que Prométhée le trahit par la suite. Zeus le prend très mal, évidemment, et décide de reprendre le feu qu'il avait donné aux hommes pour se venger. Prométhée, quand il voit de nouveau les mortels démunis, va voir Athéna et plaide la cause des hommes. La déesse de la sagesse accepte alors de l'aider à entrer dans l'Olympe en secret. Il y vole le feu, qu'il dissimule dans la tige creuse d'un fenouil avant de le rapporter aux hommes. Mais très vite, le vol du titan est découvert et Zeus décide de châtier, d'une part les hommes, d'autre part le voleur. Pour les mortels, le dieu des forgerons crée la femme sur ordre de son père.
Les divinités lui offrent la beauté, la grâce et nombre d'autres qualités. Hermès, lui, donne sur ordre de Zeus la curiosité. Ainsi naît Pandore, la première femme. Le roi des dieux confie à Pandore une boîte, la boîte de Pandore, contenant tous les maux de l'univers, avec la consigne de ne jamais l'ouvrir. Dedans se trouvent soif, maladie, famine, mort. Hermès donne ensuite la main de Pandore à Épiméthée, le frère de Prométhée. Durant leur nuit de noces, la première femme, dont la curiosité a été attisée par l'interdiction de Zeus, ouvre la boîte et répand tous les malheurs du monde sur les hommes. Seul l'espoir, glissé à l'insu de tous par Hermès, reste dans la boîte. Mais une fois les mortels punis, il reste un coupable à châtier, Prométhée. Zeus fait le serment que le titan sera à jamais enchaîné à un rocher du Caucase et condamné à se faire dévorer le foie, tous les jours, par un aigle. Seulement, Prométhée détient un secret sur l'avenir de Zeus. Secret que le titan se refuse à révéler au roi des dieux avant d'être libéré. Des milliers d'années de cette torture s'écoulent avant que le dieu des cieux finisse par céder. Il envoie son fils le plus puissant, Héraclès, libérer Prométhée. Mais ça veut donc dire que Zeus a brisé son serment? Et non, Prométhée porte une bague faite d'un morceau de ses chaînes et d'une roche du Caucase afin de ne pas le briser. En effet, de cette façon, il est techniquement toujours attaché à un rocher du Caucase. Pour honorer leur marché, il révèle le secret à Zeus. Si le dieu continue la liaison qu'il a avec Thétis, un demi-dieu naîtra plus fort que tous et le détrônera de sa place. Comme on peut s'y attendre, cette relation ne durera pas longtemps. Merci Alvina. Maintenant, nous connaissons le titan Prométhée comme si nous avions vécu sa peine. Place à un peu plus de légèreté dans l'émission. J'introduis maintenant Adrien, l'Apollon de l'Odysséas. Ah, vous me flattez, Maureen. En effet, ici, on va parler de musique au temps de la Grèce antique. Et tout d'abord, il nous faut un petit peu de contexte. Du temps de la civilisation grecque, les mythes étaient pour la plupart pas écrits. Ils se transmettaient de génération en génération par voie orale. Alors, c'est en partie pour ça qu'il y a autant de versions différentes de la mythologie grecque, par exemple. Et donc, je me suis demandé à quoi ça pouvait ressembler de la musique antique et comment est-ce qu'on pouvait en faire aujourd'hui grâce aux mythes d'hier. C'est la chronique en musique. Alors les musiques que vous entendez ici sont des reconstitutions de musique antique créées avec des morceaux de papyrus retrouvés lors de fouilles archéologiques dans le nord de la Grèce. Alors forcément, oui, ça peut paraître un petit peu étrange au début, mais je vous assure que c'est très sérieux. Des chercheurs espagnols ont retrouvé lors de fouilles des sortes de partitions. Et à l'aide d'un orchestre, ils ont essayé de se rapprocher au mieux de ce à quoi ça pouvait ressembler. Alors forcément, vous allez me dire, mais les Grecs, ils n'avaient ni les moyens, ni le solfège qu'on a maintenant. Eh bien c'est en partie vrai. Ils n'avaient pas les moyens actuels parce que forcément tout en acoustique, donc pas d'électricité, et surtout aucun instrument de la forme que l'on connaît aujourd'hui. Alors tu te doutes bien, Pauline, qu'ils n'avaient pas nos instruments, et en effet la guitare qu'on connaît maintenant, la guitare Torres, elle date à peine de 1884. On parle de lyres, d'instruments en bois, et même parfois avant. Il y a aussi des fois des chanteurs. Et pour ce qui est de la théorie musicale, sachez qu'ils étaient même meilleurs que nous. Alors j'imagine que Pauline, tu te rappelles de la période du collège où on amenait notre petite flûte en cours de musique. Ah oui, je me rappelle et je détestais cette période. C'était terrible. Et ben eux, les jeunes Grecs, ils avaient jusqu'à 6 années complètes de théorie musicale, un peu comme une sorte de bagne. L'objectif était pour eux de développer des notions d'harmonie, de rythme et de grâce. Alors Pythagore pensait même que la musique pouvait avoir un lien avec le mouvement des étoiles. C'est vous dire à quel point la musique prend une place importante dans la société grecque. En tout cas, nous, au collège, l'harmonie, on n'en avait pas tellement. Et voilà, ça ressemblait déjà un petit peu plus à ça. À toutes ces musiques, si on veut les transposer de nos jours, c'est possible. Même si réussir à compter les mérites d'Ulysse sur de la drill, ça serait sûrement inapproprié. Quand on pense mythologie en chanson, on pense souvent à Ridhan et son morceau Ulysse sur un poème de Joachim du Bellay, et ça faisait ça. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison. Alors forcément en musique le thème d'Ulysse c'est assez commun, je pense à Ulysse de Franz Ferdinand, mais en réalité ce n'est pas le seul sujet récurrent en chanson qui nous parle de mythologie grecque. De Led Zeppelin à Kylie Minogue en passant par Deep Purple, de nombreux artistes s'y sont essayés, pour parler de nombreux sujets d'ailleurs. On trouve la chimère, Aphrodite ou encore Troie. Mais s'il ne fallait en garder qu'une seule, ce serait celle-là, et je vous laisse sur un extrait des Smashing Pumpkins. It takes some trust to find a trust now.
Et la semaine prochaine, Maureen, on va parler de métal norvégien et du mythe de Thor. Merci à toi, Adrien. Je suis certaine que nos auditeurs sont impatients d'écouter le sujet de la semaine prochaine. Je laisse enfin la place à la dernière rubrique de cette émission, présentée par Pauline Grelier. Bonjour, merci Maureen de me recevoir. Merci à toi. Cette semaine, Pauline, tu nous conseilles un jeu de société. Il s'appelle Cyclades, mais t'en parleras mieux que moi, donc je te laisse la parole. En effet, c'est un jeu qui me tient à cœur que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Et je pense qu'il en intéressera plus d'un. Oui, vous, amateurs de mythologie et ou de jeux de société. Cyclades est un jeu de plateau datant de 2009, créé par Bruno Catala et Ludovic Maublanc, deux stars de la création ludique française. Il est magnifiquement illustré par Miguel Coimbra. Ce jeu de réflexion et de stratégie promet du suspense et des retournements de situation jusqu'à la fin de la partie. Dans Cyclades, chaque joueur tente de développer sa civilisation avec l'objectif de construire 2 métropoles. Le joueur peut atteindre son objectif de plusieurs manières. Développement intellectuel, économique ou militaire. Les dieux, demi-dieux et autres créatures mythologiques sont aussi de la partie. Poséidon assure le développement maritime, Arès le développement militaire, Zeus le développement religieux et Athéna le développement intellectuel. La faveur des dieux se gagne avec un mécanisme d'enchère original inventé par Philippe Keyhart dans le jeu Evo. Les créatures mythologiques s'achètent pour un montant décroissant avec le temps. Ces enchères et ces achats se financent en pièces d'or. Vous comprenez donc qu'elles sont essentielles pour la partie. La faveur des dieux vous aidera à développer votre civilisation. Les créatures mythologiques, quant à elles, servent à mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Cyclades est un jeu très complet, jouable à partir de 12 ans, de 2 à 5 joueurs. Les illustrations et les pions finement travaillés sauront vous faire voyager en Grèce antique et vous faire apprécier pleinement votre aventure. En 2010, le jeu a reçu 3 prix et 1 en 2011. Une partie dure en général autour des 90 minutes, de quoi bien occuper vos après-midi ou soirées entre amis ou en famille. Pour vous, les joueurs expérimentés, les tournois sont la meilleure façon de voir qui est le meilleur stratège. Si vous souhaitez corser encore plus vos parties, vous serez heureux d'apprendre qu'une extension du jeu est disponible. Ainsi, l'extension Hadès ajoute le dieu des enfers et ses pouvoirs dévastateurs dans la partie. Avec lui arrivent Cerbère et autres créatures des enfers. Voilà, c'était la présentation de Cyclades. À la semaine prochaine pour un nouvel objet culturel. Merci Pauline de nous avoir fait découvrir ce jeu. Comme disait Thalès, la vie est courte, ne la fais pas longue avec de mauvaises choses. C'est pour cette raison, mes très chers auditeurs, qu'Odysseas touche à sa fin. Merci également aux chroniqueurs, sans qui l'émission ne serait pas la même. Et merci à toi, Maureen. Merci Maureen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur la radio Odysseas pour vous faire découvrir de nouveaux horizons autour de la mythologie. Merci et bonne fin de journée.